J'ai choisi depuis très très longtemps parce que les choix étaient faits déjà quand j'avais 20 ans et mes amis d'atelier, mes amis des Beaux-Arts, que je revois toujours ponctuellement, me disent « Mais Agnès, tu me disais déjà à 20 ans que tu vivrais dans la montagne, dans la nature avec des animaux ». Alors j'avais certainement plus d'ambition pour ma vie personnelle que pour la vie artistique. Et comme c'est difficile d'avoir les deux, j'ai préféré la vie personnelle et le rapport avec la nature que je ne pouvais pas avoir à Paris. Et lorsque j'ai atterri ici, j'étais mariée, donc je vivais en Auvergne, dans un village, un bout de route, un peu comme ici. D'ailleurs ici, ça s'appelle Terminus de la route. C'est le vieux facteur du pays qui avait dit « Mais comment on va appeler ce lieu ?» Parce que je ne voulais pas qu'il monte l'hiver jusqu'ici me porter le courrier, parce que j'ai énormément de correspondances, j'écris beaucoup. Donc ici, il n'y a pas Internet, puisque je n'ai pas d'électricité. Donc je ne voulais pas qu'il monte jusqu'ici, avec la neige, j'avais trop peur. Donc j'ai mis ma boîte aux lettres en bas. Ma boîte aux lettres est au village, à 4-5 km. Et alors il avait dit, on va intituler ça Terminus de la route. Et mon mari était capitaine de police, il avait demandé sa mutation dans les Pyrénées parce que lui est béarnais. Donc nous sommes venus ici, mais la mutation évidemment ça ne pouvait pas être en Ariège, donc c'était à Toulouse. Donc j'ai vécu, j'ai souffert, je ne dis pas j'ai vécu, j'ai souffert 1 an à Toulouse. Donc mon mari ayant vu que c'était plus possible que je vive ici, nous avons commencé à prospecter en Ariège et nous venions camper par ici. Et un jour, on campait dans la neige, on campions par tous les temps. Et j'ai campé un jour au terminus de la route, parce qu'il n'y a qu'une route, après ça débouche sur Pagataï, sur les étangs de la Hillette. Je campais là, j'ai dit, oh, comme j'aimerais habiter ici, c'est le rêve ici. Et comme je suis croyante, je suis allée à Sex, la petite ville à côté, la première petite ville, et j'ai mis une bougie à la Vierge, j'ai demandé. Et au bout d'une semaine, en général, la Vierge, elle vous exauce au bout d'une semaine, enfin en ce qui me concerne, et j'ai trouvé une petite annonce dans le 09 avec ces 2 cabanes. C'était 2 cabanes à l'époque, de toute façon c'est toujours une cabane améliorée, et la petite annonce donc a été salutaire parce que j'ai pris la cabane et je l'avais vue de loin, elle était débordée à peine il y avait beaucoup d'orties, on voyait juste le fait du toit comme ça, et mon époux m'avait dit mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit tu achètes tout de suite. Et nous n'avions pas d'argent à l'époque pour payer cette maison, donc il a fait tous les concours de peinture à l'époque, nous ne savions pas que ça existait les concours de peinture. Il s'est amusé à faire des concours d'été, ces concours organisés. Et il a gagné tous les concours. Donc à la fin de l'année, au mois de septembre, j'ai vu la cabane au printemps, en septembre nous avions la somme et on a payé. Mais je me suis installée avant parce que les Ariégeois, j'étais très très bien accueillie, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'Ariège aussi. Le gars qui m'a vendu la cabane a dit, écoutez, vous me paierez quand vous aurez l'argent. Donc nous avons campé au bord de la rivière, les enfants étaient petits à l'époque, enfin les enfants de mon mari. Nous campions et en septembre nous sommes installés. Et un jour il y a eu un orage énorme, nous avons campé dans la cabane du berger, les pierres étaient disjointes et on voyait les éclairs à travers les petits trous de la cabane. Voilà, et l'aventure a commencé comme ça. Après, ça a été lié avec l'église. Je suis allée aux messes, je suis allée aux enterrements. Et puis, je savais que les gens du pays voulaient aimer quand même leur église. C'était l'église de leurs enfants, de leurs enterrements, de leur communion, de leur baptême. Donc, et eux, je voyais qu'ils étaient tristes que ce soit un gros ripolin blanc qui recouvre les murs de cette église. Alors, j'ai écrit au curé, j'ai dit, mais écoutez, nous sommes artistes, nous sommes là. Votre église, on va vous le faire, et puis bénévolement. Alors le curé, il a sauté sur l'occasion, il est venu ici, nous avons discuté, et puis il nous a donné carte blanche. Carte blanche à un plâtrier que nous ne connaissions pas, qui avait énormément de talent, et puis qui est mort depuis, hélas. Et pour s'atteler à cette énorme église, il fallait vraiment être inconscient. Donc le plâtrier, Jean-Bernard et moi, nous nous sommes attelés. Mais moi, je n'ai fait que la mosaïque. Mon mari a fait toute l'église, moi j'ai fait la mosaïque. J'ai mis un hiver entier à faire ce dallage en mosaïque, et les gens du pays venaient me porter des gants, venaient porter la soupe, venaient porter... On a connu des tas de gens comme ça. C'était très très amusant. Et puis après... la vie a suivi son cours. Mais dès l'installation d'ici, ça s'est très bien passé parce que les gens, d'abord les gens ne savaient pas me situer et ils m'appelaient la spéciale.
parce que je n'étais pas une marginale, je n'étais pas une hippie, j'étais pas vraiment de la ville, on ne savait pas trop. Alors on m'appelait comme ça. Et même encore plus avant, comme c'était l'époque des Brigades Rouges, de Nathalie Ménigon, enfin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il y a très longtemps, ça sautait de partout, il y avait des bombes. Il y avait des gens c'est le curé qui nous l'avait dit, ils avaient dit mais ils se cachent. Alors moi, comme j'aime pas les choses par derrière, je suis allée, j'ai attendu que le boulanger vienne, parce que le boulanger venait avec sa voiture au village, et j'aurais dit mais dites donc, vous savez pas que Nathalie Ménigon c'est mon nom? Alors là ça a été fini, plus de son, plus d'image, mais ils ont toujours appelé la spéciale. Et je trouvais parfois des salades, des cadeaux, le bois parfois tout coupé par le berger d'en face mais qui est mort. J'arrivais le soir, le bois était coupé, j'avais des salades qui étaient accrochées à ma porte. Et lorsque j'ai voulu prendre des moutons, parce que je voulais être agricultrice aussi, c'est peut-être plus qu'artiste, je voulais monter mon troupeau. Et alors que les gens du pays savaient que je voulais le troupeau, donc on me faisait cadeau des moutons qui étaient un peu bancals, ou dont la mère ne voulait pas. Alors ils me donnaient les moutons. J'ai eu quelques moutons comme ça. D'ailleurs, mes talents d'agricultrice n'ont pas pu se développer parce que les moutons ont été égorgés par un chien, les lapins mangés par la belette et les poules par le renard. Donc ça s'est terminé assez piteusement, mon expérience d'agricultrice. C'est peut-être une petite voix qui dit qu'il faut que je continue ma voie artistique. Mais ici, c'est difficile de faire de l'art parce que la nature est très présente et très prenante. Il y a l'orage, il y a la rivière, il y a le vent, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et moi, je suis très sensible à ça. Je suis très prise par la nature, par mon potager, par mon champ, que je fausse toujours parce que je n'ai pas d'électricité, donc je suis obligée de le faucher à la main, avec mes petites mains et mes gros gants. Et quand je ne trouve pas une victime pour me faucher, je suis obligée de me le faire moi-même. Donc c'est vrai que l'art passe un petit peu à côté. Et ce qui est curieux aussi, c'est que beaucoup de femmes s'installent en Ariège. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de femmes seules sont venues en Ariège. Parfois, elles s'en vont parce qu'elles ne peuvent pas supporter, parce que les hivers sont très longs. Vous avez 6 mois d'hiver. Ici, vous avez 1,30 m de neige et la maison est entre 2 avalanches. Mais les avalanches ne m'impressionnent pas du tout. Au début, je sortais même devant la porte pour les écouter, pour les regarder. Et donc les femmes s'en vont. D'ailleurs, les mecs n'ont pas de femmes ici, c'est beaucoup de célibataires. Mais elles reviennent toujours. On revient toujours en Ariège. Parce qu'il y a une énergie, je pense que l'Ariège est féminine. Les Pyrénées sont féminines. Et n'oublions pas que dans les Pyrénées, il y a Lourdes. Il y a Lourdes, il y a la Vierge, il y a le mythe de la Vierge. Et dans les Pyrénées, nous avons le mythe de la Hade. La Hade, c'était des femmes qui lavaient le linge, c'était des fées qui lavaient le linge dans la rivière. D'ailleurs, au début, comme je me fais beaucoup de cinéma, je connaissais beaucoup de vieilles personnes ici. Je dis, vous savez, méfiez-vous, je suis une hade, parce que n'ayant pas d'électricité, je lavais le linge dans la rivière, j'avais une grosse lessiveuse. Maintenant, avec l'âge, je vais à la laverie, où je me mets chez mon mari. Et alors, il y a le mythe de la hade. La hade, c'est une femme qui est dans l'eau. La Vierge était une femme qui était au bord de l'eau. Et le mythe de la grotte, le sexe féminin. Donc il y a des tas de passerelles. Et d'ailleurs, la sociologue d'Ariège, Isor Gratakos, en a parlé infiniment mieux que moi. Elle a parlé de ça dans ses livres, que je profite pour recommander. Je me suis plus intéressée à la vie de Niki de Saint-Phal qu'à son art. Parce que ce sont des femmes énormes et ça me fait un peu peur. Oui, c'est une performance peut-être, mais c'est une performance qui coûte cher parce que j'en ai discuté un jour avec un galériste qui m'a dit oui Agnès, mais avec tes tableaux et ton art, on voit le personnage agité et on ne voit pas tes tableaux. Alors, il faudrait te mettre en retrait. Mais je crois que je ne vais pas faire de personnage. Ça demande moins de travail. Une certaine paresse peut-être. Et puis l'art, c'est très sérieux. L'art, il faut vraiment s'y donner, c'est nuit et jour, il faut s'investir complètement. Et une femme, je pense qu'elle est plus attirée vers beaucoup de choses qu'un homme. Et qui est-ce qui va faire la soupe à Pépère s'il n'y a pas ma mère? Et si Pépère ne gagne pas d'argent, on ne peut pas faire la soupe. Donc ce sont des choix. La vie de couple, c'est une vie de compromis. Mais mon parcours d'artiste, je l'ai arrêté de moi-même, ce n'est absolument de la faute de personne. Comment est-ce qu'il a commencé? Mais je suis d'une famille d'artistes. Je suis d'une famille d'artistes. Mon arrière-grand-père est au musée de Dieppe. Il peignait beaucoup, il exposait avec les impressionnistes. Mon père était architecte, il a fait les beaux-arts. Toute petite, j'étais aux beaux-arts, il passait son diplôme, j'étais déjà née. Il m'emmenait à l'école des beaux-arts, je me souviens toute petite, il y avait de grandes allées. Avec de grandes statues, on appelait ça le couloir des antiques. Donc j'ai toujours été dans ce milieu artistique.
Donc j'ai un peu suivi la voie et je me suis laissée sottement influencer par mon père, parce que ma famille était très particulière. Et si tu ne faisais pas les beaux-arts, tu étais un crétin. Et donc, je me suis un peu laissée influencer. J'étais aux Beaux-Arts, je n'avais même pas l'âge légal pour rentrer aux Beaux-Arts. Je suis rentrée aux Beaux-Arts en élève libre chez des peintres que mon père connaissait. Donc après, j'ai eu l'âge, j'ai passé le concours d'entrée. Donc je suis rentrée aux Beaux-Arts. Et c'était un peu, tu feras les Beaux-Arts ma fille, quoi. Tu feras les Beaux-Arts mon fils. Mais moi, je pense que si j'étais canalisée, influençable comme une jeune fille, puis bon, c'était mon père, j'admirais mon père, j'aimais bien. Et puis j'ai suivi la voie, c'était une voie normale. Mais je pense que j'aurais fait autre chose. Si j'avais fait autre chose, j'aurais une bonne retraite à l'époque. Maintenant, j'aurais une belle voiture. Voilà. Parfois, je regrette. Parfois, je regrette. Parfois, je regrette. Parce que, par rapport, pas au confort, parce que ici, par exemple, l'hiver, il n'y a pas d'eau, je suis obligée d'aller chercher l'eau à une source. Bon, c'est assez merveilleux de pouvoir aller chercher l'eau à la source. J'y arrive parce que je me fais un cinéma et j'ai un personnage. Donc, quand tu prends cette eau dans la source, tu peux rêver, tu réfléchis, tu te sens privilégié, tu te dis pendant ce temps-là, tous ces crétins, ils sont dans le métro, dans le RER, qui puent, toi tu es dans une nature merveilleuse, donc ça allège les seaux d'eau, ça allège les bouilloires. Mais bon, parce qu'il faut le voir comme ça, il faut voir le bon côté de la chose. Donc tu es costaud, tu as 60, presque 60 ans, toutes les bonnes femmes de 60 ans sont des bonnes femmes comme ça, qui ont des rhumatismes, c'est pas ton cas, tu as une vie saine. Mais bien sûr, une fois que tu as porté tes bouilloires, que tu as scié ton bois, que tu l'as porté, que tu as fait tout ça, tu as envie de t'affaler devant ta tasse de thé et puis de lire. Tu n'as pas envie de faire de l'art. Et en plus, c'est très difficile, la lampe à pétrole. Moi, je ne suis pas Séraphine. Tu sais, Séraphine, la femme peintre qui faisait les peintures avec la bougie. Elle dit, je ne suis pas assez folle pour ça. Je suis quand même pragmatique aussi. Mais l'art, c'est sûr, ça m'intéresse, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu une contrainte. Tu vois, j'ai un mari qui fait de l'art, toute sa vie est tournée vers l'art, toute ma jeunesse m'a été orientée vers des études artistiques. J'avais les meilleures notes, j'avais tout ce que tu voulais, mais c'était forcé. Pas, je ne pense pas que j'aurais fait ça. Tu vois, j'aurais voulu faire du théâtre. Et alors, dans mon milieu social, quand je disais ça, on m'avait dit, oui, mais on peut pas faire du... Si tu vas faire du théâtre, tu vas mentir tout le temps. Mentir, c'est pas bien, milieu catholique et tout. Et tu dis ça à un enfant, et c'est très grave les choses que l'on dit aux enfants, parce que ça les canalise pour toute leur vie. Et moi, je fais très attention à ce que je dis aux enfants, parce que ça peut canaliser. Ah, tu veux faire du théâtre, mais tu vas mentir toute ta vie. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait tilt. Mais quand j'étais petite, c'est sûr, les histoires qu'on me racontait, c'était toujours par rapport aux portraits d'ancêtres, parce que j'avais les portraits des ancêtres dans la maison, donc on nous racontait, on nous faisait peur, parce que tu sais, les portraits anciens, les yeux suivent, alors l'ancêtre nous suivait des yeux dans les grands couloirs, tout a été toujours comme ça. Quand j'étais petite, je n'avais pas de jouets, mais je jouais avec les personnages, des petites statues anciennes, des ivoires qu'il y avait dans la vitrine de mes grands-parents, tout était versé par l'art, c'était de très beaux livres, de très belles choses. C'était des petites dinettes en porcelaine. J'ai eu une vie tout à fait atypique. Et puis je suis allée très peu en classe parce que mes parents avaient beaucoup d'argent. Je détestais l'école. Et un jour j'ai dit, moi je ne vais plus à l'école, je ne vais plus en classe. Tu ne veux plus aller à l'école, ma petite chérie. Tu n'iras plus. Donc évidemment, bon, après j'ai rattrapé parce que j'ai fait des études universitaires. Mais c'était comme ça, tout était comme ça. Donc j'ai toujours été libre. L'art, c'est aussi quand même une sorte de liberté si on en fait. Moi, j'en ai pas fait, mais j'étais peut-être faite pour ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'y consacrer, il faut travailler beaucoup, beaucoup. Il faut beaucoup de temps. Il faut s'y investir. Est-ce que je suis prête à m'investir à ça? Eh bien, la vie à la campagne, la vie à la montagne, n'importe quelle montagnarde, quand tu vas faire ton collectage dans les montagnes, tu vas voir les femmes, comment elles vivent. Moi, je vis comme une femme qui a 100 ans. Quand je me lave, moi, je n'ai pas l'eau chaude ici. Il faut faire chauffer l'eau sur mon poêle. Et après, j'ai un tub, une espèce de chose. Je le mets là, je me mets à poil dans mon tub, et je regarde la nature et je me lave. Bon, bien sûr, pas avec du savon de Marseille. Et voilà, donc tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps. Et je ne suis pas prête à ne pas m'habiller, ne pas me laver pour me consacrer à l'art. Je vais prendre du temps pour me maquiller, pour m'arranger, pour m'habiller bien comme il faut.
pour faire mes mains. D'ailleurs, un jour, j'étais en train de me faire une manicure, il y a le vacher qui est arrivé à côté, parce qu'il y a une vache qui avait roulé dans la pente, il fallait l'aider. Elle était lourde, elle s'était retournée, la vache, et puis elle ne retourne pas très vite, elle meurt. Et alors je tirais les pieds de la vache derrière, et il les tirait devant pour redresser la vache. J'étais en train de me faire les ongles. Donc tout ça, c'est très antagoniste. Mais d'un autre côté aussi, ce qu'il y a, c'est que maintenant, ce qui met le public et les gens dans l'erreur, c'est que tout le monde veut être artiste. Tout le monde est artiste. Tout le monde fait de l'art. Mais moi, dans mon milieu social que je revendique, parce que je ne rejette pas du tout mon éducation, ni mon milieu, ni rien du tout, dans mon milieu, ça faisait partie, dans la bonne société, ça faisait partie de l'éducation des jeunes filles. On faisait de l'aquarelle, il y avait quelqu'un qui venait faire à la maison, on faisait de l'aquarelle, on faisait du violon, on faisait du piano, etc., etc. Ça faisait partie d'un certain milieu. Après, quand ça n'a plus été dominé par les élites, c'est tombé dans le peuple. Donc une fois que c'est tombé dans le peuple, tout le monde en a fait, tout le monde est artiste. Donc pour moi, c'était quelque chose d'un peu naturel, mais je ne le voyais pas professionnellement finalement. Ma grand-mère, elle faisait de très très jolies aquarelles. Mais ça faisait partie de son milieu, ça faisait partie de l'éducation d'une jeune femme de la bonne société. Et maintenant, tout le monde veut faire de l'art. Moi, j'ai fait des animations artistiques dans des écoles de sexe. Et bien, tous les crétins de la classe, mais vraiment les crétins, parce que les crétins, ils existent aussi. Moi, je ne m'extasie pas du tout sur les tableaux d'enfants. Et les parents voulaient toujours qu'ils fassent de l'art. Alors moi, je leur disais, mais mon pauvre ami, tu veux faire une école de théâtre, mais il va falloir que tu apprennes des textes classiques, il va falloir que tu aies de la mémoire, il va falloir que tu apprennes à parler, à te poser, à marcher. Tout ça, ça ne s'improvise pas. Tu ne peux même pas apprendre 3 vers d'une fable de La Fontaine. Et tu veux faire l'école de théâtre. Alors ils y rentraient tous. Au bout d'1 an, ils étaient jetés. Il y en a qu'un sur toutes les classes que j'ai fait qui a réussi à se maintenir à l'école à Foix. C'est une école de théâtre, je ne sais pas très bien ce que c'est. Et puis tous les autres, ils ne peuvent même pas être apprentis cordonniers. Et ça fait des traînes lattes en Ariège. Voilà, c'est pour ça qu'on a... Ben oui. Pour la vie sociale, quelqu'un qui a des problèmes, mais l'art n'est pas une thérapie. L'art n'est pas une thérapie. Et moi, tous les artistes que je connais qui vendent leur peinture, qui travaillent, ce sont vraiment des travaillomanes. Hein. Ils travaillent vraiment beaucoup. Parce que moi, j'ai un frère qui est musicien, mais qui est dans le show business, hein, qui travaille, il vit de ça, il est producteur, etc. Mais il travaille comme une bête. Il dit que s'il commençait, s'il avait picolé ou s'il s'était drogué, il serait dans les cartons à Paris. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Je ne ferai jamais autre chose. Si les muses reviennent, si j'ai du courage et si j'arrive à m'y tenir, oui, je pense que je referai la peinture. Oui, oui. Mais il faut le courage et puis la ténacité. La ténacité dans la peinture. Il faut s'y mettre, il faut vraiment... Oui. Un besoin, mais c'est un tout. Oui, il faudrait vraiment en avoir le besoin, mais il faut s'y consacrer. Il ne faut pas faire les choses en dilettante, parce que sans ça, on grenouille un peu là, on grenouille un peu là, et puis on fait des horreurs. Enfin, comme je dis, tout est vanité, donc de toute façon, je ne ferai pas carrière. Et puis ce qui m'embête, j'ai vu tellement d'artistes, je ne voudrais pas être une vieille bonne femme qui hante les galeries avec son carton à dessin sous le nez. Tu sais, les vieilles bonnes femmes ménopausées qui veulent faire de la peinture. Je voudrais échapper à ce cliché. Parce qu'il y en a plein. J'ai hébergé quelques randonneurs à l'époque où le gîte de Yann n'existait pas. Des gens il n'y avait pas de gîte, et ils étaient trempés par la pluie, ils ne savaient pas où dormir. Voilà, quelques personnes. Et puis des Russes, beaucoup de Russes. D'ailleurs, qui disaient qu'ici, ça leur faisait penser à la Sibérie. Et d'ailleurs, il y avait tellement de neige que nous n'avons pas pu rester. On a été obligé de louer un gîte en bas, un petit peu avant Yann. Ah oui, j'ai hébergé les Russes, ils disaient qu'ils sentaient, il y avait le même air qu'en Sibérie, qu'ils avaient l'impression qu'il y avait des gouttes d'eau en suspension dans l'air. J'ai hébergé beaucoup de Russes parce que je suis russophile, j'aime beaucoup la Russie. Mais c'est très ciblé parce que c'est surtout sur le goulag, le milieu Staline, et puis les Romanov et le dernier tsar de Russie. Mais d'ailleurs, j'ai des ancêtres qui sont de Kiev, à Kiev, mais ça remonte assez loin. Il y avait beaucoup de Russes dans ma famille. D'ailleurs, j'ai le portrait de Nicolas II, le dernier tsar qui trône dans la maison. La poésie,
la poésie russe et puis la lecture et surtout Solzhenitsyn, tous les dissidents russes, mais je pense que c'est un savoir qui n'a plus aucune importance, qui n'a plus son existence dans le monde actuel. Ça, parce que Solzhenitsyn, qui était une sommité, qui a dénoncé le goulag, c'est grâce à lui que tout ça a été mis au grand jour. Lorsqu'il y a eu sa nécrologie, lorsqu'il est mort il y a quelques années, on en a très peu parlé dans les journaux, j'ai découpé un petit encart minable quelque part, et tous ces livres, de toute façon, tout est vain, et ça finira dans une bouquinerie. Enfin, nous sommes incarnés. C'est la vie terrestre, il faut vivre sa vie terrestre. Ouais, nous sommes incarnés dans la chair, après moi, ça m'est égal. Ah, les Pyrénées, je pense que l'esprit, oui, que l'esprit du montagnard n'est toujours pas parti. Même si les gens disent le contraire, se plaignent, moi je trouve qu'il y a quand même toujours un certain esprit. Il y a quelque chose de bon enfant, de rude et de naïf en même temps. Ils sont très fins, les Pyrénéens. Voilà, ils sont très fins, je pense. Et qui restaient encore, mais je pense que ce sont les dernières générations. Je pense avoir vu la dernière génération. Je pense qu'après, ce sont des expatriés qui viendront. Mais ceux qui resteront seront quand même rudes parce qu'il faut pouvoir s'y maintenir dans les Pyrénées. Les hivers sont longs, le climat n'est pas très clément, les étés sont très courts, évidemment. Et moi, je trouve que oui, c'est tout de même à part. Les Pyrénées, c'est très changeant. Il m'est arrivé de nettoyer la grange des moutons, parce qu'avant c'était la grange de mes moutons et de mon âne, de nettoyer, et puis de sortir, trouver mes moutons complètement dans le brouillard. C'est dangereux, les Pyrénées. Quand je vois des gens qui partent avec des petits souliers, un petit enfant dans le dos, c'est très dangereux. Je pense qu'il faut respecter la montagne. Pour moi, la montagne, c'est une entité. Et tous les arbres, les rivières, tout ça, je pense que l'esprit, ou le souffle de Dieu, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est très puissant. Quand ça souffle ici, ça souffle vraiment. Quand il y a la neige ici, il y a 1,20 m. Quand il y a l'avalanche, c'est vraiment l'avalanche. Quand il y a la crue, le pont ne peut pas le passer. C'est la rivière que tu vois là maintenant, c'est le Mékong. Tu partirais comme un feu de paille. Les éléments sont très puissants.
Oh, c'est difficile à partager parce que je crois que ce sont des sentiments très archaïques que je ne sais pas si les gens utilisent l'intuition. J'ai l'impression que la nature me prévient. Je suis vigilante à tous ces signes que la nature donne. Voilà. Je pense que quand on vit toujours dans la nature, mais n'importe quel berger te le dira, je pense que le l'ouïe, tout ça, c'est très aiguisé. Peut-être que si j'étais dans le métro, je sentirais moins de danger. Le danger, peut-être que je ne le saisirais pas, mais dans la nature, je vais le sentir. Moins de parasites. Oui, voilà. On est plus à l'écoute de choses infimes qui sont autour de nous, et peut-être les gens de la ville, les gens qui sont très connectés, ne le sentiraient pas. Peut-être qu'ils se sentiraient en danger ici. Moi, c'est mon milieu naturel, je ne me sens pas en danger. J'ai jamais eu peur de marcher dans la neige il faut être très prudent parce que la moindre chose qui arriverait ici, ce serait catastrophique. Le portable ne passe pas, personne ne le saurait, quoi. Il faut faire confiance et être prudent. Elisabeth, j'ai recueilli, entre guillemets, c'est un grand mot, quelqu'un un jour m'a téléphoné en disant je dors dans ma voiture, je ne sais pas où dormir, c'est épouvantable, je suis électrosensible, enfin, moi je ne savais pas trop ce que c'était. Nous sommes donné rendez-vous sur le pont à Saint-Giron, et puis j'ai emmené Elisabeth ici. Et puis au début ça avait l'air de lui convenir, mais après elle a dit qu'elle sentait des ondes. Et donc elle est partie, elle est restée très peu de temps ici. Elle avait un chien, un magnifique chien qui s'entendait bien avec mon chien, le mien. C'était une présence agréable, c'était une bonne personne, Elisabeth. Mais bon, je pense que nos chemins se recroiseront, puisqu'on n'est pas fini, parce qu'elle s'est arrêtée brutalement, elle a trouvé une cabane où elle était bien. Ah, j'aurais bien un vœu, mais je ne sais pas si Dieu m'entend, j'aimerais bien mourir dans ma cabane.